Bien, bonjour à tous. Alors, sans faire ombrage à Pourri, je ne vais pas faire les pieds au mur et me mettre la tête en bas pour vous parler. Je vais essayer néanmoins d'être clair. Je voudrais vous faire d'abord 2 recommandations liminaires. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones après la conférence. Et la seconde, c'est d'être indulgent parce que j'ai travaillé un certain nombre d'années au Parc national de Porquerolles, mais je ne suis pas économiste et je ne prétends pas l'être. Donc je m'autoriserai parfois à jouer un rôle de candide. Un penseur chinois disait « Pour éviter les guerres, définissons les mots ». Alors là-dessus, j'ai une petite expérience parce que j'ai été membre de la commission néologie et terminologie du ministère de l'Environnement où on débattait sur le sens des mots de l'environnement. Et pour avoir assisté à un certain nombre de passes d'armes entre des représentants du ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, ministère de l'Environnement ou représentants de l'Académie française ou du dictionnaire, je peux vous dire que ce n'est pas toujours simple. Ceci étant dit, on va parler d'économie, de retombées économiques. Je ne me prononcerai pas sur le fait que l'économie est une science ou une discipline, ça fait polémique encore aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on peut la juger comme une contribution à ce qu'il est convenu, entre nous au moins, d'appeler le développement durable. Alors, le développement durable, c'est vrai que selon la fonction de celui qui en parle ou qui l'écrit, il va écrire l'un des 2 mots en majuscule plutôt que l'autre. Un chef d'entreprise va forcément mettre plutôt développement en majuscule et durable en minuscule, et un gestionnaire d'espace protégé fera l'inverse. Donc on sera forcément dans la nuance sur l'appréciation qu'on peut faire de la performance économique. En tout cas, le fil conducteur, ou ce qui doit apparaître de façon un peu subliminale à travers ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est toujours que derrière l'idée de développement, de retombée économique, la réalité de quelque chose de durable soit omniprésente. Quand je parlerai d'AMP, c'est un acronyme, Air Marine Protégée, concevez-le dans son acception la plus large. On parlera des espaces protégés marins, littoraux, insulaires, archipélagiques et par extension des zones humides proches du littoral, qui sont des zones soit investies par la mer, soit en tout cas en relation étroite entre eau douce et eau salée, et elles font partie intégrante aujourd'hui de la réflexion, et elles seront présentées d'ailleurs tout à l'heure lors des ateliers. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de la retombée économique des aires marines protégées? D'abord que ce n'est pas une question vraiment nouvelle, parce qu'il se trouve qu'en 1990, lors de la conférence de Monaco, et Alain Jeudi de Grissac qui est là peut en témoigner, la question de la retombée économique des espaces naturels protégés était au top 10 des questions que se posaient déjà les gestionnaires d'espaces protégés. La question n'était pas désintéressée, elle avait 3 objectifs un peu fondamentaux. C'était la possibilité pour eux de démontrer l'intérêt et l'importance des moyens financiers qui leur sont donnés pour la gestion de leur territoire, au-delà de leur seule mission conservatoire. Donc c'était important dans la mesure où c'était une façon de légitimer les moyens qui étaient donnés, y compris au plan économique, même si la perspective essentielle était à ce moment-là la protection de la biodiversité. C'était aussi le moyen de renforcer l'argumentaire pour la création d'aires marines protégées dans des espaces qui n'en étaient pas dotés. Et c'était un élément de conviction supplémentaire. Le 3e objectif, c'était de légitimer les espaces protégés existants à être associés aux bénéfices auxquels ils contribuent. C'est-à-dire que c'était aussi le moyen pour eux, par le renforcement de leurs moyens financiers, un retour financier, d'améliorer la performance de leur gestion. Alors si, effectivement, 25 ans plus tard, la question se repose, c'est vraisemblablement qu'elle n'a pas obtenu de réponse, ou qu'elle n'a obtenu une réponse que partielle et fragmentaire, ou alors que la réponse ne nous est pas parvenue à tous. Pourri évoquait tout à l'heure le problème de la communication. Je pense qu'effectivement, il y a à réfléchir sur cette question-là. Alors il y a un vrai paradoxe, finalement, à ce que, d'une manière générale, l'écologie inspire aussi peu, encore aujourd'hui, l'économie. Ce paradoxe, on peut le voir, par exemple, dans le fait que, il y a près de 350 ans, sous la plume de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi, elle inspirait ce qu'on pourrait appeler un traité d'économie très élémentaire, mais n'empêche. Ça, c'est une réalité.
En l'absence de réponse précise à ces questions, les gestionnaires d'espaces protégés sont très handicapés, notamment pour tenter d'introduire ou de réintroduire dans le sens contemporain du mot d'économie son sens ancien, à savoir la frugalité, la modération, l'épargne environnementale. C'est une difficulté aussi pour eux de justifier de l'importance ou de l'intérêt ou des enjeux, de passer d'un concept de profit immédiat à celui de bénéfice durable. C'est aussi une vraie réflexion à ouvrir, un chantier et une préoccupation pour eux de juger en quoi les modes d'évaluation de nos sociétés, le produit intérieur brut ou le taux de croissance, peuvent intégrer ou prendre en compte les milieux naturels. C'est aussi une façon indirecte de s'interroger sur ce que l'on peut attendre de l'expertise économique et de ce qu'elle peut apporter en termes de réponse. La question étant soit d'en reconnaître les limites ou de prétendre toujours les repousser. Je pense que la science économique ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions que nous nous poserions, et je crois qu'il est important d'en fixer la limite. Est-ce qu'on peut tout monétariser? On reviendra sur ce sujet-là. Alors, sur un plan très général, le fondement de l'économie est basé sur le capital et le travail. Ce concept n'internalise toujours pas aujourd'hui le capital naturel et l'ensemble très large des ressources de la biodiversité. On ne peut pas continuer indéfiniment à passer sous silence la contribution de la biodiversité au capital universel au seul prétexte qu'elle n'a pas de raison sociale ou qu'elle n'est pas cotée en bourse. Pour ce qui est du travail, il s'entend généralement comme le travail de l'homme et comme sa contribution à la constitution, à l'enrichissement d'un capital matériel ou financier. Quand un pêcheur vend un poisson, ou quand un apiculteur vend son miel, il se rémunère essentiellement du travail qu'il a fait pour capturer ce poisson, des coûts induits par le matériel, etc., plus que par la valeur du poisson lui-même. Et quand un producteur de miel vend son miel, eh bien, il vend son travail avant de vendre celui des abeilles. Alors, ce schéma général, finalement, ne prend pas en compte le travail non rémunéré, non conventionné de la biodiversité et du vivant sauvage en général. Alors, bien sûr, des initiatives ont été prises pour évaluer les services écosystémiques. Néanmoins, à travers sur un plan général encore, on peut considérer que l'économie ne prend pas vraiment en compte cette notion du travail de la biodiversité et sa contribution à un capital universel. La pollinisation des végétaux par les insectes, la production d'oxygène par le phytoplancton, l'infinité de bactéries, de molécules, de substances chimiques qui sont produites naturellement par le travail de la biodiversité. Il existe, on pourrait dire, une sorte d'économie spontanée de la chlorophylle, une force de travail du papillon ou du ver de terre. Chacun d'entre nous en perçoit les dividendes, aussi discrets qu'indispensables. Donc je pense que, forcément, à l'éclairage de nos actions, pour tous ceux qui sont gestionnaires d'espaces protégés, ces réalités-là méritent une plus forte prise en considération qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sur un plan plus particulier, c'est-à-dire celui qui touche aux espaces protégés, s'intéresser aux retombées économiques, socio-économiques des aires marines protégées, c'est s'intéresser aux bénéfices de la biodiversité particulière que ces espaces abritent. Elles se placent d'ailleurs de manière différente par rapport à cette question selon leur statut ou leur conformation. Elles peuvent être soumises à des activités extractrices, la pêche, tout ce qui passe par un prélèvement d'une ressource, ou non extractrices, c'est ce qui n'induit pas de prélèvement, physique en tout cas, et ça peut s'appliquer sur tout ou partie de leur territoire selon leur organisation. Ça peut même ne pas se produire sur leur territoire pour ce qui est des réserves,
puisque vous avez des zones de non-prélèvement, par exemple, hein, et que ça induit une sorte de complexité sur la méthode d'approche et sur la capacité qu'on a d'évaluer la performance économique. Dans tous les cas, cette retombée économique se manifestera soit au sein du territoire protégé, soit à sa périphérie. Aujourd'hui, personne ne conteste l'effet réserve et un certain nombre de travaux ont été faits pour en évaluer précisément les effets. Au-delà, d'ailleurs, de la contribution à la préservation des ressources, on ne peut pas passer sous silence ou oublier la contribution des aires marines protégées à la sauvegarde et à la valorisation de leur patrimoine historique, culturel, matériel ou immatériel, parfois immatériel un peu moins que les autres parce qu'ils sont moins visibles et moins exploités, la contribution des espaces protégés à la préservation de leurs paysages, à la pérennisation ou au maintien des traditions locales, qui sont un formidable atout en matière de développement économique et notamment de développement touristique. Et si l'économie est une contribution au bien-être et au mieux-vivre, il faut aussi se garder de n'en considérer que la valeur monétaire. On ne peut pas tout monétariser. Combien valent le loup du petit chaperon rouge? Combien vaut la souris de Mickey ou l'éléphant de Babar? Combien valent le coucou et l'alouette des 4 saisons de Vivaldi? Combien vaut la feuille d'acanthe ou la feuille de chêne ou le rameau de romarin que je vais utiliser pour mon barbecue? Je pense qu'on ne peut pas tout monétariser et pour autant, c'est une dimension extrêmement importante parce que on peut penser que finalement, la force esthétique, symbolique, émotionnelle, inspiratrice des espaces naturels protégés contribue aussi à la richesse et au bien-être des sociétés qui y vivent, mais aussi de ceux qui viennent rencontrer ceux qui y vivent. Ces références à l'esthétique, à l'authentique, au naturel, elles sont aujourd'hui un des moteurs qui amènent à la rencontre de nos territoires un ensemble important de visiteurs. Je rappelle, et Pourri le signalait tout à l'heure, que finalement, les productions culturelles sont une forme de sublimation du monde qui nous entoure et que la richesse de nos cultures est totalement dépendante de la richesse et de la diversité du monde dans lequel nous évoluons. Et la diversité ou la biodiversité, bien entendu, joue un rôle fondamental. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette dimension-là est beaucoup plus prise en compte. On le voit notamment à travers la loi de réforme des parcs nationaux, qui définit cette dimension-là comme le caractère du territoire, c'est-à-dire, c'est au fond s'intéresser, une commande adressée aux gestionnaires de s'intéresser à cette part ou à ce capital d'émotion, de ressourcement, d'inspiration qui résulte de la mise en scène des territoires. Et je rappelle que, et particulièrement en Méditerranée, nos paysages résultent de la mise en scène conjointe de l'entrecroisement de 2 histoires que sont l'histoire naturelle et l'histoire humaine, et ça remet bien l'homme au centre du dispositif. La qualité de ces territoires, à la fois environnementale mais aussi esthétique, culturelle, font de ces territoires des hotspots du réceptif touristique et de la pratique des loisirs nautiques. Alors, bien sûr que leur contribution au développement est difficilement contestable. La question qui se posera, c'est de voir effectivement dans quelles conditions, ou dans quelle mesure, ou dans quelles limites ce développement ne porte pas atteinte au capital, et ça pose tout le problème de la capacité de charge qu'on pourrait évaluer comme la capacité d'absorption d'un territoire d'un certain niveau d'activité humaine. Je pense qu'il ne faut pas être ostraciste, hein. Il y a de la place pour tout le monde, il y a un tourisme de type Ibiza, du type boîte de nuit, bronzette recto verso, il y a une demande, c'est une réalité de nos sociétés. Pour autant, je pense que les espaces naturels sont aussi des démonstrateurs et qu'on peut peut-être faire la différence à travers l'évaluation de leur performance économique, de l'intérêt de privilégier
cette forme de tourisme plutôt qu'un tourisme plus consommateur de l'espace. Et ce qui me fait conclure finalement qu'il y a probablement une voie à rechercher dans ce sens-là, c'est l'évolution qu'on peut, par comparaison, d'une certaine forme du tourisme montagnard, où on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'usagers se détournent de l'espace aménagé avec la pratique du ski alpin pour aller rechercher un autre mode de découverte, un autre sentiment de vivre une expérience en dehors des espaces aménagés et vont plutôt à la rencontre de la montagne à travers l'ensemble de ses composantes, qui en raquette, qui en ski de fond ou qui en randonnée. Quand on parle de retombées et de performance économique, il y a aussi le mot social. Alors, je dirais que mon constat, mais il n'engage que moi, c'est que effectivement, des initiatives ont été prises et un certain nombre de travaux ont été menés pour définir ou essayer de quantifier les retombées économiques. Sur le plan social, je pense qu'on est encore très largement déficitaire et que beaucoup reste à faire pour mesurer, évaluer les retombées sociales des aires marines protégées, des espaces naturels. Un certain nombre d'efforts ont été faits, par exemple, pour contrebalancer les effets d'une très forte saisonnalité des activités touristiques, en essayant de lisser la fréquentation, de travailler sur les ailes de saison. Et ça a forcément une incidence sur la stabilité même de l'emploi local. Éventuellement, d'ailleurs, au-delà, sur l'évolution des prix entre haute et basse saison, et que tout ça pourrait aussi être intéressant à évaluer. Mais il y a des choses peut-être plus diffuses, mais tout aussi importantes, c'est la fonction des aires marines protégées, des espaces naturels et de leur gestion comme ciment de l'identité comme ciment identitaire et culturel. C'est aussi le renforcement du sentiment d'appartenance à un territoire, le lien au territoire et parfois même la fierté d'appartenir à ce territoire. C'est une contribution quasi thérapeutique au ressourcement, à l'apaisement, au bien-être. Et aujourd'hui, on voit tout l'intérêt ou toute la demande qui se manifeste par rapport à ces aspects-là particuliers de la rencontre avec nos territoires, la recherche de l'authentique, la redécouverte de ses racines, etc. Eh bien, je pense que tout ça, ça peut aussi être évalué et ça peut être mis au crédit des espaces naturels protégés dans la mesure où ça correspond au fond à une demande sociale forte. C'est aussi la contribution à l'information et à l'éducation, notamment sur les champs de l'environnement, mais aussi au développement durable, et que ça aussi, c'est une plus-value indirecte qu'on peut mettre au crédit des espaces naturels protégés. Je dirais aussi, mais dans peut-être une analyse un peu plus récente, on n'est pas dans un monde de bisounours, on ne peut pas se cacher que la création des aires marines ou d'espaces protégés fait parfois polémique, crée des tensions, etc. Aujourd'hui, on voit quand même une mutation avec une gouvernance beaucoup plus ouverte sur la représentation locale, sur une implication des acteurs locaux. Et je peux donner des exemples très précis où finalement l'espace protégé et sa gestion ont été le prétexte d'une sorte de mise en commun, de synergie, une sorte de dynamique fédératrice d'un ensemble de partenaires autour de l'espace protégé ou dans l'espace protégé. Je pourrais citer un exemple sur l'île de Porquerolles où nous avons restauré un moulin à vent qui s'appelle le Moulin du Bonheur et qui a vraiment joué comme une sorte d'élément de rapprochement entre des gens qui étaient parfois en tension les uns avec les autres, une sorte de vision très fédératrice et au bout du compte, une fois le travail réalisé, a amené un certain nombre de gens à rentrer en relation alors que la relation était coupée avec eux. Je pourrais signaler aussi d'ailleurs toutes les expériences qui ont été menées avec le monde de la plongée et le monde de la pêche, où le simple fait de coexister sur le territoire, de s'associer dans l'élaboration conjointe d'un projet, joue ce rapprochement. Je pense que c'est très important dans la mesure où ça assagit, ça apaise les relations et que du coup, ça place l'espace protégé comme une sorte de ciment qui peut rapprocher les gens. À ce titre-là, d'ailleurs, je dirais que si on doit parler de bénéfices économiques,
il faut associer à ce bénéfice, ou en tout cas comme obtenteurs de ce bénéfice, les gestionnaires des espaces naturels, mais tous ceux qui, par leur énergie, par leur envie, par leur enthousiasme, par leur vision, y contribuent. Et je dirais que quand on parle de réussite par rapport à l'intégration de la plongée à Porquerolles, 11 700 plongées en 1985, 23 000 l'année dernière, c'est parce que l'effort des acteurs économiques de la plongée, les clubs de plongée, a permis cette réussite commune. Sinon, nous n'y serions pas arrivés. Donc je pense que quand on parle de bénéfice, il y a le bénéfice économique, effectivement, il y a aussi le bénéfice du sentiment de réussite, et que ce bénéfice, il est à partager entre ceux qui en sont les porteurs un peu ou initiateurs ou coordonnateurs, que sont les gestionnaires, mais il est à partager avec tous ceux qui, de près ou de loin, y contribuent. Alors, à l'orée de ce travail et de ces réunions qui vont suivre, bon nombre de questions se posent encore sur ce très vaste sujet des retombées socio-économiques des AMP. D'ailleurs, le sujet est tellement vaste que l'idée s'impose que les solutions ne pourront passer que par un travail très pluridisciplinaire, puisqu'on intervient, et en tout cas, on doit prendre en compte des réalités très complexes et très vastes. Que faut-il évaluer, selon quelle typologie d'espace? Que peut-on évaluer et dans quelles limites? Quelle méthode mobiliser pour obtenir des données fiables et convaincantes? Comment distinguer et faire ressortir les effets économiques réellement liés à la présence des AMP? Comment adosser performance et durabilité des activités économiques? C'est un problème fondamental de toujours avoir cette double appréciation en termes de performance. Quels échecs, et on en a connu, et quels écueils éviter? Quelle plus-value sociale? Auprès de qui et par quels canaux diffuser l'information? Ça a été dit tout à l'heure. Et les résultats, je pense que c'est très important. On est encore dans une démarche un peu discrétionnaire. Quel niveau de mutualisation entre gestionnaires d'espaces protégés? Je pense que nous avons une vocation d'être des espaces, des démonstrateurs, et que finalement, cette responsabilité nous appartient aussi de faire la preuve de ce que nous disons. On va maintenant passer à une deuxième partie de la réunion, en atelier. Nous allons bénéficier d'un certain nombre de témoignages très vastes au plan des expériences, au plan des territoires, au plan des nationalités. Je pense qu'elles apporteront, ou en tout cas j'espère qu'elles contribueront à apporter un certain nombre d'éclairages à l'ensemble de ces questions que nous nous posons encore. Et je vous souhaite une bonne réflexion, un bon séminaire à tous, et je ne doute pas une seconde que nous serons capables de produire vraiment du pur jus de cerveau bio.